أهلا صحة صيامكم صحة رمضانكم صحة فطوركم. Ravi de vous retrouver dans notre numéro, ce numéro spécial dédié à cette belle Sahara de Ramadan, Walimat al-Jazair, ensemble tous les samedis soirs où il sera question bien sûr de traditions, de coutumes et puis passer avec vous une très très belle Sahara, un très très bon Ramadan à vous tous, vous qui êtes loin de votre pays, vous qui êtes loin de l'Algérie et qui avez envie de passer un très très bon moment, et bien sachez que cette émission est la vôtre. Alors dans cette émission, ce mois de Ramadan, Ramadan Moubarak, Inch'Allah, c'est toujours comme un invité que l'on reçoit chaque année. Il nous reçoit avec beaucoup de tendresse, d'amour et de miséricorde. Alors, permettez-moi, chers amis, de vous présenter tous mes vœux pour ce mois de Ramadan. Inch'Allah, bal-khir wal hana alikum. Et on commence bien sûr à présenter nos invités qui sont aussi venus pour passer cette Sahara. Hadel Walima, Inch'Allah, que du bonheur, que de belles choses à vous tous. Il s'agit aujourd'hui, nous recevons, et c'est un plaisir de le recevoir, Monsieur Ahmed Benzliha. Bonsoir, Sahar Ramadan, bonsoir madame, Allah yabarak fik, Sahar Ftork et puis Sahar Ftorkum à tous les téléspectateurs qui suivent cette belle émission. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Ahmed Benzliha. Vous êtes donc un professionnel du monde de la communication et des médias, un passionné du patrimoine matériel et immatériel algérien. Vous êtes parmi nous aujourd'hui pour partager avec nous Hadel Walima. Je vous remercie de l'invitation. C'est un bonheur de vous recevoir. Nous savons que le mois de Ramadan, c'est un mois où on se retrouve. C'est les retrouvailles autour d'un plat, autour d'un moment de spiritualité, autour de la famille, les amis. C'est-à-dire que c'est vraiment un grand moment de rassemblement. Un moment privilégié de l'année musulmane qui réunit en son sein plusieurs dimensions. Une dimension, bien sûr, cela va de soi, spirituelle, mais aussi une dimension de convivialité et puis de redécouverte de beaucoup de choses, entre autres les choses patrimoniales. Absolument. Qui peuvent nous unir. Qui peuvent nous unir, justement, et qui font que l'existence de l'humain, quand il est accompagné de toutes ses richesses, de son identité, ça aide à vivre. Absolument, et à bien vivre, à se sentir bien d'abord en soi et puis à bien se comporter avec son environnement, avec les autres. Donc ça confère un savoir-être certain. Complètement. Merci d'être là. Puis à côté de vous aussi, nous avons aussi une dame qui aussi préserve le patrimoine matériel. Elle est parmi nous aujourd'hui. Elle est styliste, créatrice de mode et aussi elle préserve aussi ce temple qui est le vêtement traditionnel algérien. Il s'agit de Madame Benjaber Wessila qui est parmi nous aujourd'hui. Sahar Ramadan, Sahar Ftorek. Merci Linda, je suis ravie d'être parmi vous. Sahar Ramadankom, صحة ولهنا إن شاء الله وينعاد علينا بصحة ولهنا إن شاء الله كما يقولوا يصوموا كامل بخير. Inch'Allah. Alors, Wessila Benjaber, Madame Wessila Benjaber, je disais passionnée du vêtement, des broderies, la tenue que je porte est signée par vous ce soir dans cette belle Walima, le Walimat al-Jazair. On espère que l'Algérie sera toujours en fête et dans la joie et la prospérité, le succès. Donc, c'est aussi cette image que nous donnons à travers cette émission. C'est cette Algérie qui avance à travers aussi ces femmes et ces hommes. Et on reste aussi toujours autour du patrimoine avec vous, Madame Wessila Benjaber. On va découvrir aussi des tenues traditionnelles et on va vous découvrir un peu plus, n'est-ce pas? Voilà, merci d'être là. Monsieur Djawdet Gessouma, qui est aussi parmi nous, merci de partager avec nous ce beau moment. Djawdet Gessouma, qui est aussi un professionnel du monde aussi des arts, puisque vous êtes aussi responsable à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Vous êtes designer et vous êtes aussi quelqu'un qui a un grand intérêt pour l'artisanat. Et là, aujourd'hui, avec vous, il sera question de broderie, il sera question d'un savoir-faire algérien. Nous allons découvrir tout cela tout à l'heure avec vous, si vous le voulez bien. Et encore une fois, Sahar Ramadan, Sahar Siyamak. Et oui, et puis Ramadan, c'est aussi cette belle table traditionnelle qui est là. Donc, tous les soirs, on reçoit aussi des personnes qui sont aussi seules
pendant le mois de Ramadan, on reçoit aussi des personnes qui, souvent, on ne les voit pas, mais cette table réunit beaucoup de personnes que nous aimons et des personnes qui sont aussi loin et qui sont loin de leur famille. C'est aussi une belle opportunité. Pensez aussi, surtout pour ceux qui sont à l'étranger et qui ont cette pendant le mois de Ramadan. Donc cette table que vous nous offrez, hein, Sabrina Chergui, merci d'être là. مساء الخير ليندا, bonsoir à tous, صحة رمضانكم, صحة فطوركم, إن شاء الله العقوبة العام الجاي إن شاء الله. Vous avez dit, moi j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont, pour tous les Algériens qui regardent l'émission et qui sont loin de nous. Oui. Ramadan, c'est pas qu'un acte de faire le jeûne, mais c'est aussi un moment de partage, de convivialité. Oui. C'est là où on rend visite à nos familles, à nos amis. Donc j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont loin. Et effectivement, Ramadan, qui dit Ramadan, dit art culinaire algérien autour d'une belle table durant le fطور, mais aussi le Sahara avec des sucreries. Vraiment, Ramadan, c'est le mois où on a, je dirais, le plus envie de se réunir autour d'une table et de partager un bon repas garni. Absolument. Et puis c'est aussi une belle opportunité pour pouvoir aussi revenir sur des anciens plats traditionnels. Parce que toute l'année, on est affairé, il y a beaucoup de choses à faire, on est pris par le temps. Mais Ramadan, on se pose. Déjà, il y a les préparatifs de Ramadan que nous faisons bien avant Ramadan. Il y a des traditions où on chauffe la maison, on lave la maison. C'est comme si on recevait un invité précieux, vraiment très précieux. On achète une nouvelle vaisselle, on prend le temps de cuisiner. Vous savez, on fait plusieurs plats, parfois même 2-3 plats. Donc c'est vraiment un mois où on prend le temps de cuisiner et de partager ce moment. C'est vraiment important de souligner ce moment de partage qui est très important durant le mois de Ramadan. Et puis Ramadan, notre religion, l'islam, est une religion qui est très proche et qui est proche qui aime beaucoup la propreté. Donc nous savons que l'islam, toute initiative que nous faisons, nous la faisons avec, on se lave les mains, les ablutions pour la prière. Nous savons que dans les traditions des villes anciennes, devant chaque mosquée, il y avait un hammam. Donc ça relate aussi du fait que le musulman est par essence quelqu'un de très propre. Donc quand on accueille Sidna Ramadan, c'est aussi ce souci que nous avons de faire ce grand nettoyage, de revoir beaucoup de choses. Et c'est un bonheur, c'est un plaisir. C'est vrai qu'il faut s'organiser pour avoir le temps aussi aujourd'hui, parce que toutes les femmes aujourd'hui en général travaillent, mais elles sont courageuses. On est courageuse, donc on prend toujours le temps pour avoir ce moment-là. Oui, madame. Parce que pendant Ramadan, vraiment, on prend le temps de bien se préparer, comme vous avez dit en amont. C'est un mois sacré, donc le rituel, il est naturel. Ça rentre naturellement. On a l'impression qu'on a plus de force pendant Ramadan, même si on est très fatigué durant la journée, mais vraiment, on prend le temps de faire notre devoir. Et puis de pouvoir se réunir en famille, entre amis. Oui. Un esprit général qui est dans la sacralité, dans le partage, la pureté, comme vous avez dit. Toutes ces choses-là sont des valeurs que le Ramadan apporte, comme si c'était naturel, comme si c'était un esprit comme ça qui descend. Et puis après, nous avons aussi des déclinaisons de chaque région, comment on reçoit, comment on accueille ce mois sacré de Ramadan. Vous voyez comment on accueille le premier jeûne d'un enfant. Il y a beaucoup de choses. Il y a les circoncisions, les rituels. Ça aussi, n'est-ce pas, Madame Benjaber? Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Le fait à la perfection, les enfants quand ils jeûnent pour la première fois et tout. Donc c'est un repas assez spécial. Et puis, c'est-à-dire même l'enfant est tellement content. C'est-à-dire à partir de là, c'est-à-dire il a du plaisir à faire ça tout le temps. Oui. Et puis c'est la joie de la Sahara, la récompense d'une journée de jeûne. Et puis après, donc on se pose et puis aussi à la prière. Il y a ces moments de spiritualité magnifiques pendant le mois de Ramadan. C'est quelque chose de merveilleux. C'est un cadeau du ciel quand on est en ce mois sacré de piété. Il y a un travail sur soi aussi. On se pose, il y a un voyage spirituel, n'est-ce pas, monsieur Certainement. D'ailleurs, vous avez
souligner le fait que le Ramadan est d'abord un invité de marque. Effectivement, c'est un invité de marque. C'est un invité qui à son tour, nous invite à la réflexion, d'abord autour de notre religion, ensuite autour de notre relation à Dieu, mais aussi de notre relation aux autres, et en particulier à ceux qui sont les plus pauvres, les plus démunis. Bien sûr. Et je pense aussi que le Ramadan a cela de particulier, c'est qu'il rapproche. Nous sommes, pendant ce mois, pratiquement égaux dans notre quotidien. Tous, nous faisons le jeûne, et donc nous sommes à égalité devant cette obligation sacrée. Oui. Il reste que le Ramadan doit aussi être un exemple pour les autres mois, et faire en sorte que nous puissions à chaque fois y puiser Oui. la réflexion nécessaire pour pouvoir reproduire l'esprit du Ramadan pendant les 11 mois Oui. De l'année. L'esprit. Absolument. Oui. L'esprit du Ramadan qui est très très Puis important. n'oublions pas, au niveau de ce mois sacré, il y a la nuit la particulière qui est la nuit du destin. Absolument. Et la nuit du destin est une nuit extraordinaire, c'est le cas de le souligner. Mais c'est aussi une nuit qui souligne que le Ramadan lui-même est le mois du Coran. Absolument. Voilà. Absolument, absolument. Et c'est un plaisir aussi d'organiser des rencontres aussi culturelles, religieuses à la maison, de se déplacer autour de cela. Aussi, c'est des pratiques merveilleuses pendant le mois de Ramadan, comme c'est aussi une très belle occasion pour pouvoir sortir, soutenir nos artistes. Oui. Également, qui organisent des soirées, qui organisent des événements culturels et artistiques. N'est-ce pas, Jawdet Guessouma? Oui, bien C'est sûr. des moments, voilà, vous Bien n'allez sûr, pas nous dire le contraire. C'est un moment vraiment important pour nos artistes. C'est un mois où, bien sûr, la spiritualité Oui. est présente, est omniprésente, mais au-delà de nos obligations religieuses, il y a aussi un souci de délassement, et quel plus bel délassement que le délassement artistique. Absolument. Là. Et puis c'est un mois de joie également. Nous fêtons Ramadan. C'est ça qui est magnifique. C'est cette joie, le sourire dans les regards. Il y a, je dis bien le sourire dans les regards, parce qu'il y a des regards comme ça qui donnent une joie de vivre. Après l'iftar, on se retrouve. Les gens sont heureux de recevoir les gens à la maison, parce que c'est vrai qu'en Algérie, nous n'avons pas ce rituel de sortir le soir comme peut-être ailleurs. Donc c'est un mois qui est très particulier pour recevoir, pour échanger. Pour se déplacer le soir. se Nous déplacer, évoquions oui. tout à l'heure un grand artiste parmi les plus grands en Algérie, en l'occurrence Mohamed Rassim. Oui. Il a une belle toile qui représente la nuit du Ramadan. Et je pense Absolument. que cette toile résume bien Tout à fait. toute l'aura du Ramadan. Absolument, absolument. Et nous allons justement écouter de la musique. C'est un chanteur qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. Il s'agit de L'Hajj Taha Al-Fergani. Allah yarhamou wa sa'alih. On salue son fils, Salim, et Adlan, son petit-fils, qui font aussi un travail extraordinaire, et Mourad également. Donc, et L'ensemble de la famille Fergani, en fait. Zhour Les sœurs également, aussi, Zhour, les sœurs. et elles sont toute la famille est extraordinaire. Et Zindine Bouchaela également. Donc on va aller sur toute la famille que nous aimons et que nous avons reçue plusieurs fois. On va suivre ce très très beau morceau de Melouf, et on se retrouve juste après. عاشق وضاع من مضى
Voilà, ravi de vous retrouver une seconde fois après ce magnifique morceau de الحاج le regretté حاج طه الفرقاني. مرحبا بكم يا الحباب, quel plaisir. صحة رمضانكم, صحة فطوركم, et soyez les bienvenus parmi nous ici dans cette belle émission qui est la vôtre. Walimat El Jazair, c'est les samedis soirs à partir de Cannes, Algérie, avec nos invités. Je le disais tout à l'heure, où il sera question vraiment de convivialité, de partage en ce mois sacré de Ramadan, où on aime se retrouver, partager et faire découvrir notre patrimoine matériel et immatériel. Justement, avec nous, Monsieur Ahmed Benzlikha, on revient à vous et à Madame également Benjaber, donc Wassila qui est parmi nous, à Monsieur Joudet Gessouma et à également Sabrina Chargui, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Il va y avoir de la musique, il va y avoir aussi des présentations d'œuvres et de travail. Je le disais que Ramadan, c'est selon des traditions, c'est aussi des gâteaux traditionnels, c'est du café pris avec de l'eau de fleur d'oranger pour certains, d'autres c'est avec une petite pincée de poivre noir, pour certains également. Et puis nous avons aussi différentes sortes de sherbet. Alors aujourd'hui aussi, on est venu avec ce sherbet que vous connaissez, vous qui êtes aussi loin de votre pays. C'est ce fameux sherbet traditionnel du vieil Alger qui est fait à base d'eau de fleur d'oranger, et c'est un sherbet que l'on consomme pour les enfants pour le premier jour de jeûne. Donc les parents leur offrent donc cette boisson, et en général il y a ou un louis d'or ou une bague à l'intérieur au sein de cette boisson, et puis bon, après le rituel c'est faire donner donc le repas sur le toit de la maison. Ça c'est aussi d'autres traditions, mais ce sherbet qui est à base d'eau de fleur d'oranger, de cannelle uniquement, qui est très 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 prisé dans le centre du pays. Et on voulait revenir sur ce sherbet parce que souvent on revoit que le sherbet citronné que l'on déguste également ici dans le centre, mais nous avons aussi ce fameux sherbet que l'on aussi propose pour les fiançailles, Hammam l'Aroussa, voilà, donc c'est quelque chose de très 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 bon, et il y a toujours une morale, il y a toujours quelque chose qui est lié à la santé. Vous savez, le mazhar, cette symbolique, et on dit que l'eau de fleur d'oranger calme les esprits, voilà, donc il y a toujours quelque chose de très très, il y a toujours, comme on dit, hikma. Oui, c'est la sagesse populaire en fait. J'ai goûté très bon. ce sherbet qui est excellent. Et je ferai un peu de publicité pour la ville dont je suis originaire. Oui. Nous proposons de vous fournir l'eau de fleurs d'oranger oui. L'eau de rose. L'eau de On rose. attendra quand même le prochain mois d'avril. Oui, effectivement. Le mois d'avril, le mois de mai aussi. Le mois de mai aussi. Mais en tout Surtout le mois d'avril, cas, c'est un savoir-faire qui est propre à beaucoup de... Je pense à 2 ou 3 régions d'Algérie, dans Blida à proximité, mais à Constantine, c'est pratiquement un rituel social sacré, donc la distillerie. Et d'ailleurs, ce rituel est tellement important et a un aspect identitaire profond que l'Algérie a proposé un dossier pour à l'UNESCO pour le classement donc de la distillation traditionnelle et tous les savoir-faire qui sont rattachés au niveau donc de l'UNESCO. Justement, Monsieur Benzlikha et tous nos invités ici présents, on revenait aussi sur le travail que vous avez fait, sur ce très très beau travail sur la fontaine de Sidi Hassan. Oui, effectivement. Là, il s'agit d'un roman qui est consacré à Alger, à la Kasbah d'Alger. Oui. Nous avons fêté en février la journée nationale de la Kasbah. Et il y a donc beaucoup de scènes qui ont pour cadre la Kasbah d'Alger. Je commence ce roman parce que c'est un roman en partant d'un mausolée à forte valeur symbolique, en l'occurrence le mausolée de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Bien sûr. Et je fais quand même un détour par Constantine
en incluant parmi les nombreux personnages de ce roman Al-Hajj Ahmed Bey, Allah yarhamou, qui est enterré d'ailleurs au niveau du petit cimetière qui jouxte le mausolée de Sidi Abdelrahman Al-Ta'alibi. Mais tout ça pour souligner en fait que l'Algérie est une et indivisible et son patrimoine dans toute sa richesse ne représente en fait que le visage radieux et souriant d'une belle femme qui est bien sûr notre cher pays, l'Algérie. Oui. Alors, on parlait de ces belles femmes. Et Madame Wassila Benjaber sait aussi habiller les belles femmes. Hein. C'est un peu le cas de cette très très belle tenue, la gandoura constantinoise, qui est aussi à préserver, dont le dossier a été présenté à l'UNESCO pour être préservé. Parce que la gandoura constantinoise, je trouve que c'est une robe, elle a un côté princier, majestueuse. Donc, et on la voit. C'est le velours qui confère cet aspect un tissu précieux, très prestigieux. Voilà, un tissu prestigieux. Et puis lorsque il est bien travaillé et il y a un savoir-faire certain au niveau de Constantine que Madame Benjaber reprend avec brio, je dirais. Oui. Cette belle robe est absolument réussie, je dirais. Parfois, les puristes ont du mal à accepter qu'il y ait du modernisme, mais en l'occurrence, c'est vraiment très réussi. J'ai apprécié en particulier le petit col, novateur. Oui, le col officier. Et donc, vous revisitez la gandoura constantinoise qui s'appelle en fait Mejboud ou Terzi, mais il y a aussi d'autres gandouras, toujours du terreau constantinois. Il y a Shemsa, par exemple, qui se décline en 7 couleurs. En fait, c'est Malouane. Malouane, et puis la mariée constantinoise, elle est obligatoirement, elle est obligée de faire 7 gandouras, de différentes couleurs. Et elles sont impérativement faites avec du satin duchesse. Oui, c'est très joli. Voilà. Et ce qu'on appelle Shemsa. Oui. Voilà. Et donc, il y a aussi d'autres déclinaisons. Il y a Tel, il y a le Shtar. Il y a beaucoup de... Les connaisseurs, C'est originaire de Constantine, donc c'est la moindre des choses. Mais c'est magnifique. C'est un patrimoine à préserver, Oui, absolument. Et un peu comme la musique constantinoise, le qsamtini ou le malouf, comme se plaisent à l'appeler certains. Je pense que cette tradition ancestrale, tant musicale que dans l'aspect vestimentaire, se doit d'être préservée. Et des dames élégantes comme Madame Benjaber le fait avec beaucoup de bonheur, je dirais, d'autant que mademoiselle est tout à fait sublime dans cette belle robe. Il faut savoir que cette demoiselle s'appelle Sarah Yasmine et on la connaît aussi en tant que jazz. Elle est professeure de philosophie au lycée de Bouéra. Qui ne gâte Donc rien. voilà, ce qui vraiment... Finalement, c'est une vraie princesse apparemment. Ah oui, c'est une véritable princesse, oui. Elle est professeure de philosophie au lycée de Bouéra, donc Yasmine connue par Jazz, et qui porte magnifiquement bien cette très 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 belle tenue. Il y a un côté princier. Il y a aussi le voile, justement, qu'on appelle Derraya. Oui. Voilà. Oui. Et qui a une belle histoire, c'est que Derraya, elle est transmise de mère en fille. Ah oui. La Rosa Metlbishagda Derraya, automatiquement, c'est la mère qui porte le voile et après elle le donne à sa fille. Et après, c'est la petite fille, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment magnifique. Ça constitue un rituel de passage en réalité. Un rituel de passage. Avec toute une symbolique. Derraya spécialement. Hein. Oui. Et puis nous avons bien sûr Sreb. Le bijou Sreb. De l'ombre. C'est aussi un parfum qui embaume la femme avec ses très très bonnes odeurs. Voilà, donc de très très beaux bijoux également que porte aujourd'hui Yasmine, cette très belle tenue. C'est-à-dire que vous savez, je ne sais pas si M. Bensliha sera d'accord avec moi et vous tous, elle est moderne, mais il y a une touche profondément
traditionnelle. Absolument. Non, les C'est justes, le propre de l'identité. C'est le propre de l'identité. La forme, les arabesques, les choses sont justes. L'identité se renouvelle, Oui. mais elle reste fidèle à une certaine tradition qui est le repère essentiel, un peu comme les lumières de ces bougies. Absolument, absolument. Et une bougie, pour qu'elle ne s'éteigne pas, il faut qu'elle en allume une autre. Oui, oui, c'est très beau ce que vous dites. C'est vraiment beau. Madame, ce qui est intéressant dans cette belle gandoura constantinoise, cette belle robe constantinoise, c'est qu'elle n'a pas perdu son âme. Souvent, quand on modernise, il y a une façon de moderniser qui carrément, on ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus ce que c'est. Ça peut être une robe de soirée. Je garde toujours le traditionnel. J'aime beaucoup le traditionnel. C'est une gandoura. Mais Oui. c'est le talent de celui qui revisite le costume ou la Dans tradition. Oui. l'essentiel du patrimoine, c'est-à-dire la forme de l'arabesque, la forme florale, les compositions et tout, même s'il y a une innovation sur la coupe, mais le fondement de la draya, par exemple, notamment, qui est brodé d'une certaine Les manière. repères sont là, c'est-à-dire visuellement, lorsqu'on voit cette bijouterie, robe, les on choses se qui dit accompagnent. il s'agit d'une gandoura constantinoise. Oui, oui. Inch'Allah. Voilà. C'est un très bel équilibre entre le doré, le brillant Merci. et l'argenté des livres. Oui, Donc c'est oui. vraiment fait avec raffinement, et tous nos hommages à madame. Oui. Et puis on voulait rendre hommage à son papa, à son regretté papa également, qui était un épicurien, un grand amoureux du patrimoine constantinois. Et je tenais à lui rendre hommage quand même aujourd'hui. C'était Vraiment, c'est très très gentil de ta part, Linda. C'est très Oui. gentil. Vraiment, Ouais. ça me va droit au cœur. Vraiment, parce que cette émission, c'est une émission familiale où on peut aussi parler nous sommes dans une Sahar Ramadan, on évoque ceux qui sont partis, on évoque ceux qui ne sont plus là, mais qui sont présents. Je suis certaine qu'ils sont présents, déjà ils sont présents dans nos cœurs. Donc, je voulais vraiment rendre hommage à votre papa parce que je sais que vous êtes toujours proche de lui. Exactement. Et si vous êtes dans ce Il aurait travail, été c'est très, par très, très rapport à lui content aussi. d'entendre Linda. Alors quand Linda Allah yarhamou. Alors quand Linda passait, il fallait pas qu'on parle. Il fallait pas que personne ne bouge. Il fallait que tout le monde se taise. Peut-être que Linda, on avait le droit de parler avec notre père. Allah yarhamou Saleh. Merci beaucoup. En tous les Il cas, aurait été très 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 content. Vraiment, Vraiment. je te remercie, Linda. bah, Vraiment. écoutez, c'est la moindre des choses. Vous faites Sahar Ramadan. C'est important d'évoquer ceux qui nous ont quittés. Ils sont toujours présents dans nos cœurs et dans nos âmes. Ils sont toujours là. Puis il laisse toujours une belle relève, moi je trouve. Tout à fait, ma chère Sabrina. Absolument, voilà. Et on reste dans la Constantine antique, cette fois-ci avec une visite guidée de Qsantena. Et on se retrouve juste après. Constantine, édifiée sur un plateau rocheux, scarifié par de profondes et étroites gorges creusées par des rivières, dont le tumultueux oued Rumel, Constantine bénéficie d'une situation remarquable qui lui a valu d'être de toutes les batailles. Elle aurait soutenu 82 sièges. À l'époque où le rocher principal de Constantine ne faisait qu'un avec celui de Sidim Sid, où s'élève le monument aux morts, le Rumel n'était qu'un torrent de surface qui coulait à l'ouest du centre-ville. À force de buter sur la falaise sud, il s'est forcé un passage souterrain. Au cours de millénaires, la galerie ainsi formée s'est écroulée, ne laissant que quelques arches de pierre encore visibles. Aujourd'hui, la gorge fait 1,8 km de longueur pour une profondeur de 135 à 200 mètres, à l'est du principal rocher dont le sommet s'élève à 650 mètres d'altitude. On ne peut rester indifférent à cette ville fantastique, quelque chose comme l'île volante de Gulliver, où les hommes peuvent regarder les aigles voler de dos, selon une légende. Constantine serait l'œuf d'un formidable vautour, l'indomptable de Ketbiessine. Guy de Maupassant comparait les gorges du Rumel à un abîme rouge comme si les flammes éternelles l'avaient brûlé, et Alexandre Dumas à un serpent. Mais le nom donné au boulevard qui les ouvre, l'abîme, est peut-être la meilleure comparaison qui s'impose. De quelques points de vue aménagés, et du haut des ponts, surtout ceux qui sont suspendus, on peut en éprouver la profondeur et se sentir physiquement aspiré par le vide.
Constantine. Et voici Constantine, la cité phénomène, Constantine l'étrange, gardée comme par un serpent qui se roulerait à ses pieds, par le Rumel, le fantastique Rumel, fleuve de poèmes qu'on croirait rêver par Dante, fleur d'enfer, coulant au fond d'un abîme rouge comme si les flammes éternelles l'avaient brûlé. Il fait une île de sa ville, ce fleuve jaloux et surprenant. Il l'entoure d'un gouffre terrible et tortueux, aux rocs éclatants et bizarres, aux murailles droites et dentelées. La cité, disent les Arabes, a l'air d'un burnous étendu. Ils l'appellent Bled el-Hawa, la cité de l'air, la cité du ravin, la cité des passions. Elle domine des vallées admirables, pleines de ruines romaines, d'aqueducs aux arcades géantes, pleines aussi d'une merveilleuse végétation. Elle est dominée par les hauteurs de Mansoura et de Sidi Msid. Elle apparaît debout, sur son roc, gardée par son fleuve, comme une reine. Un vieux dicton la glorifie. Bénissez, dit-il à ses habitants, la mémoire de vos aïeux qui ont construit votre ville sur un roc. Les corbeaux fiantent ordinairement sur les gens, tandis que vous fiantez sur les corbeaux. Voilà une visite de Constantine, et surtout la nature, le Rumel. Ce sont de très très belles images verdoyantes de cette belle Constantine. En tous les cas, encore une fois, Sahar Ramadankoum, marhaba bikoum dans notre Walimat El Jazair, et avec nous justement des invités qui viennent et qui à chaque fois on développe ensemble dans cet espace où il est question bien sûr d'une Sahara Ramadan, avec des gâteaux traditionnels, parce que ce que nous avons aussi sur la table, ce sont aussi des gâteaux traditionnels avec de la belle dinanderie. La dinanderie est importante dans nos décorations et dans pas mal de villes d'Algérie. La dinanderie est présente, on l'aime, on l'entretient, on la bichonne. Pas seulement dans notre décoration, mais aussi dans notre quotidien. Notre quotidien, bien sûr, Beaucoup monsieur de familles utilisent encore des objets de dinanderie. Tout à fait. Donc, c'est un peu notre cas ce soir et pendant tout le mois de Ramadan. Nous aimons beaucoup tout ce qui fait partie de notre patrimoine, notamment la dinanderie. Et puis, nous avons aussi le maroche, le fameux maroche que l'on reçoit qu'on reçoit des amis. Je vous ai reçu tout à l'heure avec Belmaroche. C'est aussi avec des senteurs et des parfums. Le parfum est présent, vraiment présent chez nous, si bien que nous avons le maroche qui sert à parfumer et qui sert aussi à mettre de l'eau de fleur d'oranger dans nos cafés. Et le parfum est d'ailleurs rattaché à l'islam. Une des préférences de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les parfums parmi donc je dirais les bonheurs terrestres. Oui, absolument, absolument. Donc on est aussi dans ces, je disais le sherbet Tal Mazhar d'Alger et du Grand Centre, et puis nous avons tous ces gâteaux traditionnels. Nous savons quand on est loin de notre pays, on a toujours cette envie d'être dans une Sahara, dans une Walima comme ce soir, comme ce beau moment que nous partageons ensemble. Je reviens à vous, Judith Gessouma, et notamment à votre livre autour de l'artisanat. Vous avez fait un livre sur Constantine également. Oui, l'artisanat algérien, c'était quand même en 98, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est tout un corpus sur toute... on m'avait demandé un dictionnaire, mais je n'avais pas voulu faire le dictionnaire. J'ai fait un livre plus complet. Avec l'aide du musée des arts et traditions populaires et puis d'une équipe. Donc on va peut-être refaire cette chose-là avec le renouveau, enfin avec ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de moins. Il y a des centres qui ont disparu, il y a des centres qui ont réapparu, donc voilà. Et puis Constantine, moi je fais beaucoup de livres de voyage, mais à l'intérieur de notre patrimoine, qu'ils soient en matériel et immatériel. Donc il y a eu en effet en 2017 un livre, ça a été fait à l'occasion de Constantine, capitale de la culture arabe. Et donc c'est aux éditions Bayazine. Il accompagne le lecteur dans cette grande épopée qui est la ville de Constantine, avec des éléments d'histoire, l'artisanat, toutes ces choses-là qui nous font rêver sur une ville qui est immense
Constantine a été aussi une ville cosmopolite. Le réceptacle de beaucoup pas seulement de civilisation, mais aussi de culture aussi. Évidemment, c'est la ville de la culture et des arts. Oui. Donc, elle est très connue pour ça. Mais ça a été un de la science, de la science Berber, aussi. oui, de la De science. la science aussi. La science aussi. En tout cas, je pense que qui sont quand même très connus. ton ouvrage, Jawdet, participe à faire connaître Constantine à ceux qui... Un livre, c'est mobile, Oui, absolument. il comporte des informations, Mais c'est là, une ville il y a qui des photos, énormément de puis- photos. J'ai pris des photos des Suédois qui n'existent plus aujourd'hui. En fait, c'est une ville qui peut être le sujet de milliers de livres. C'est une ville millénaire qui a plusieurs aspects, qui se présentent sous différentes, je dirais, palettes, et qui donc, selon le temps, selon l'œil de celui qui la regarde, a toujours quelque chose à donner. في المغرب في Oui. سيدي الخضر سو لا موسكي qui est une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne de Constantine. Je vous jure que j'avais les larmes aux yeux. Ah oui, Parce que j'ai quelques ascendances constantinoises. C'est une ville d'émotion. Et c'est une ville vraiment d'émotion. il y a beaucoup Dans les méandres, les lacis, si vous voulez, la dentelle de ces rues, c'est quand même formidable. Alors, on va peut-être donc revenir sur Jawdet Gessouma, et notamment aujourd'hui les questions de broderie. Oui. N'est-ce pas? Il est question de broderie Là, aujourd'hui. j'accompagne une personne. Absolument, Je absolument. suis juste un accompagnateur. Donc, il est question de broderie aujourd'hui avec vous, hein, un travail fabuleux fait par donc une dame qui excelle dans la broderie depuis des années, et elle tenait à ce que ce soit aussi vous qui je la remercie. traitez sur ce sujet, parce que la broderie c'est un savoir-faire qui a tendance quand même à disparaître, hein, qui a vraiment tendance à disparaître, Jawdet Gessouma. Ça disparaît parce qu'il y a une toute simple raison qu'aujourd'hui, avec cette rapidité du temps, Oui. la broderie ou la dentelle sont des choses qui sont très chronophages. Il faut vraiment le temps, il faut vraiment la patience, il faut vraiment le savoir-faire, la technique. Oui. Et d'ailleurs, à cet effet, on disait que quand je suis plasticien, Oui. et quand j'enseigne critique, théorie des arts, toutes ces choses-là, analyse d'œuvres et Oui. tout, j'explique à mes étudiants cette notion du temps qui est très importante. Il faut savoir prendre le temps de manger, le Oui. temps de bien sûr. de se relaxer, de se recueillir. Tout ça, c'est des choses importantes. Et je leur dis que l'OACT, qui est un immense miniaturiste, du XIe siècle, je leur dis qu'est-ce qu'il faisait avant de dessiner, puisqu'on dit que l'OACT savait couper le fil d'une araignée en deux. Je vous laisse méditer sur ça. Et je leur dis comment il faisait ça. Tout le monde me dit il avait un pinceau fin, chacun dit. Je leur dis il savait tout simplement respirer. Donc, il faut savoir respirer et prendre son temps. Magnifique. Et donc, ce travail de broderie qu'on va découvrir ensemble, c'est Terraz, Oui, la Terraz. maison Terraz. Bon, je ne sais pas si c'est le pseudo, Oui. parce qu'apparemment, c'est le nom générique de cette production. C'est une dame qui a commencé très tôt. Par, bien sûr, élégance, ne dirons pas son âge, Oui, mais elle a un âge vénérable quand même, et donc avec un apprentissage de la broderie qui est vraiment formidable. Qu'est-ce qu'elle est arrivée à faire, ce que fait aussi Madame Mounjbet, c'est-à-dire garder l'essence de la tradition, c'est-à-dire avec des techniques que sont, par exemple, le mnezzel, zlilj, le zlilj, zlilj, Oui. parce que c'est si vous voulez, pas accaparement, mais c'est ce retour des choses qui sont dans l'architecture, qui sont dans le paysage, si vous voulez, urbain, dans la construction, dans l'art arabo-musulman qui vient à travers quasiment le XVIe siècle, parce que là, ça s'est un peu concrétisé plus directement avec des présences livournaises, c'est-à-dire italiennes, génoises, portugaises. Il y a le mot d'ailleurs, il y a une technique qui est la renda, qui est, on aurait dit
Ça On dit souligne qu'elle aussi serait... notre appartenance méditerranéenne. Voilà, c'est l'appartenance méditerranéenne. Il n'est pas rare que vous voyez des palais ottomans ici qui est une des références vénitiennes, par exemple. oui. Et toutes ces choses-là, donc vous avez le mnezzel des techniques qui ont été utilisées justement par cette dame. Le mnezzel, gherzet fez, gherzet nabl, gherzet l'hsab, qui est un travail fabuleux, c'est-à-dire où il y a une composition très minutieuse, parce que sans repère. C'est-à-dire on travaille sur le tambour ou là, mais au fur et à mesure. Donc imaginez si vous avez une gandoura ou un burnous, ou là c'est vraiment très audacieux parce qu'il y a... Nous avons de très beaux savoir-faire, voilà. Ce que nous avons là, c'est ce qu'il y a derrière juste. Voilà, donc vous avez le hada, c'est du gergef, c'est-à-dire c'est une méthode qui est axée sur le tissage, qui ressemble un peu à des tissages, les ores ou là, qui sont très fins, très minutieux. Après là, Notre-Dame Tahteraz, elle a réinventé parce qu'elle a fait son brodé, enfin, charab, il y a des choses, beaucoup de choses. Travail fait sur de l'organza, de la. Voilà, sur du taffetas, sur du coton. Par exemple, vous avez qui m'a dit c'est-à-dire le point. Il est fait sur un lainage qui est très raffiné, car tissé d'une manière très. C'est pas du brut, c'est pas de l'écru. Le lainage lui-même est assez raffiné. Donc vous avez sur des soies, bon, le satin, ça c'est pas tout le temps. Vous avez aussi des choses, donc karotas, swemsa, samsa sghera, pour la broderie, pour la dentelle, c'est un peu différent parce qu'il y a un point qui n'est pas fait cousu comme c'est d'une aiguille avec un enchevêtrement justement, et avec des bordures ajourées qui sont sinénates. Alors pour l'anecdote, quand une femme sortait, que sa fille était en âge de se marier ou presque, quand elles étaient pubères ou prépubères, ils diraient que si jamais la fille avait le malheur d'avoir une dessinée nette, c'est-à-dire la dentelle vient du mot de petite dent. Donc on a hérité probablement ça, où on a échangé avec la dentelle de Calais, où il y avait des entreprises de filature extrêmement importantes, même avec ce qu'on appelle des petites mains, mais ce n'est pas des petites mains, c'est des vraies artisanes. Et là, ça relève de l'art quasiment, parce qu'il y a des artisanes qu'on voit qui ont une essence, si vous voulez, traditionnelle, avec les motifs floraux, les arabesques, tout ça. Il y a aussi la 17 pour la dentelle, petite lentille, il y a le makarota, il y a swemsa qui est juste un triangle, il y a shilhmam, il y a plein comme ça de techniques qui sont poétiques, mais qui font partie du quotidien. Pourquoi est-ce qu'on voulait avoir parmi nos terrasses? C'est parce que c'est important, ce travail est pratiquement, il n'existe pratiquement plus. Oui, parce que c'est très chronophage. C'est fait à la main, donc c'est très important. C'est ça qui est aussi important, c'est que c'est fait à la main et ça prend des mois et des mois de travail. Il y a une reproduction du geste ancestral, mais avec une approche artistique. C'est pour ça que c'est aussi artistique qu'artisanal, parce que l'artisanat, il est dans les techniques, dans le khiyot, le zli, le djl, le mnezzel, le nabl, tout ça. Mais avec une approche très mais en fait, les artisans sont des artistes qui s'ignorent. Absolument. Oui, parce qu'on ne peut pas faire dans la répétition ce genre-là. C'est pour ça que c'est artistique. Je suis d'accord avec vous. Oui. Et donc, les gens peuvent découvrir ces choses-là chez ces artisans qui restent vraiment dans la survivance, puisqu'elles ont fait hériter leurs enfants de cet art et de cet artisanat. Mais pour ceux qui sont curieux, ces jours-ci, ce sera une excellente occasion d'aller au musée des arts et traditions populaires. Je ne parle pas seulement sur celui d'Alger, je parle aussi du musée Sirta à Constantine, Zabana à Oran. Vous avez toujours une partie, pour Alger, il est consacré aux arts populaires, donc c'est un peu spécifique. Mais à Sirta, Constantine, le palais du Bey est un excellent. Parce que tout ça, c'est hérité d'un patrimoine qu'il soit architectural ou comme ça, et qui rentre dans la dentelle, qui rentre dans ces déshéritages. Pour juste reprendre l'anecdote, quand une fille avait une sénéna ou la deux qui manquaient,
sa mère lui faisait un esclandre et lui disait Marrakech Mertba. Donc, Aoudi. Et il y avait toujours un jar de secours avec ses nénettes complètes. Parce que c'est très important, parce que ça relève les détails des rectangles sur les sinénettes est très important. C'est une sorte de trilogie de formes avec une grande sinéna et deux à côté. Et c'est Nisba le Mahomet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une référence mise à Kaaba. Dans l'architecture, on retrouve cette. Donc tout, comme vous avez dit tout à l'heure, tout a une logique et une appartenance, soit religieux ou spirituel, à l'urbain. Le Djinina qui est un résumé de Djinna, avec les éléments aquatiques, floraux, le Qars, Tchina. Même dans l'architecture, vous avez en ogive, c'est le Qars. Dans la rondeur, c'est Tchina. Il y a toujours une référence au floral. Nous parlions du palais du Bey à Constantine. C'est exactement... avec de très belles fresques colorées qui marquent le voyage Le jardin est extrêmement important. Tous les jardins sont à l'Andalouse, donc vous avez dans les palais des Bey et tout ça. À l'Andalouse, je ne sais pas. Si, c'est à l'Andalouse, c'est un héritage andalous. Ça, je vous le confirme. C'est un autre débat. Je vous le confirme, parce que le jardin, il est fait avec un élément aquatique, des éléments floraux, animaux, tout ça. Je pense qu'il faudrait rendre hommage à toutes ces dames ou toutes ces personnes qui travaillent pour l'artisanat et qui mettent des heures et des heures, voire des mois, à fabriquer des chefs-d'œuvre comme cette oui. Donc, voilà. Et on souligne ici la valeur de la jante féminine. Les femmes font beaucoup de choses, sinon l'essentiel, dans la préservation de notre patrimoine. Oui, tout à fait. Et c'est le cas de Madame qui est parmi nous aujourd'hui, Madame Wassila Benjaber, sur le vêtement traditionnel, revoir pour que aussi les jeunes puissent porter, comme vous l'avez si bien dit, quand une bougie risque de s'éteindre, il faut tout de suite prendre une nouvelle pour la rallumer et donner vie, garder la lumière, ne pas éteindre, garder vraiment ce flambeau. C'est un peu ça, c'est un peu le cas, parce que aujourd'hui, nos jeunes filles aussi aiment porter les tenues traditionnelles, surtout celles qui sont à l'étranger, celles qui sont nées en Europe. Moi, j'ai toujours été impressionnée par cet amour qu'elles ont pour le vêtement algérien, pour la musique algérienne, très attirée par pour l'art culinaire, pour tout ce qui est algérien, comment fêter le mariage algérien. J'ai la chance de me déplacer, de les rencontrer. Croyez-moi, je suis impressionnée. C'est le legs maternel. Et c'est pour cela qu'il faut... moi, des fois, je me pose la question. Aux femmes et à nos mères, de manière générale. Absolument. Alors, on va justement aussi vous faire découvrir un autre endroit en Algérie, toujours à l'est du pays, dans la région de Batna. C'est les balcons du Roufi. Les balcons du Roufi qui sont un espace extraordinaire, exceptionnel, qui ont été aussi classés, qui sont préservés également par le ministère de la Culture. Il y a eu tout un travail qui a été fait aussi avec M. Guerfi, qui avait fait aussi un travail pour la préservation de cet espace avec son association. Les Amis des Madrassen. Exactement, les Amis des Madrassen, où ils ont fait un travail fabuleux. Il faut souligner ici aussi, si vous le permettez, le travail qui est fait par la société civile, qui est indispensable dans toute démarche de préservation. C'est l'exemple de cette belle association. La restauration de ces endroits passe, par exemple, le Roufi, il est réinvesti sur sur les rives de l'Oued. Oui. J'ai oublié le nom. Il y a un réinvestissement dans l'agriculture, dans l'agriculture un peu de verger, de jardin. Très particulière, voilà. Donc vous avez des arbres fruitiers ou des palmeraies. Il y a aussi une population, c'est ce qu'on disait justement par rapport au balcon du Roufi. Il y a une population qui vit et qui se nourrit d'une alimentation locale et qui garde cette préservation notamment de ce patrimoine. L'association, donc les Amis des Madrassen avec M. Garfi, qui font un travail extraordinaire dans cette région. Et vous disiez la société civile aussi. La société civile est extrêmement importante pour
préserver le patrimoine. Là, vous évoquez par exemple le patrimoine culinaire. Oui. Le patrimoine culinaire est extrêmement important parce que il est, si vous voulez, il fait partie de notre quotidien et il est transmis de génération en génération et constitue un repère identitaire extrêmement important pour les jeunes et puis pour pouvoir avoir, si vous voulez, des signes du passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Ouais. Et pour la population des gorges du Roufi, je pense que tout cela s'insère dans un écosystème complet. Et donc, vous avez d'un côté le paysage lui-même, vous avez aussi les habitants, l'alimentation. Et c'est cet équilibre-là, finalement, que nous recherchons, que nous poursuivons à travers le ramadan. Complètement. Ben voilà, alors nous allons justement suivre ce reportage et puis on se retrouvera dans quelques instants autour d'une belle table encore bien garnie signée par Madame Sabrina Chergui. On suit tout de suite le reportage sur les... Sur les terrasses, on mettait à mûrir au soleil les dates de la récolte. الاخر فيهم خرج من هنا في 1979 اخر العام. كانوا كل ساكنين هنا يحطبوا هنا كلش هنا، يعني حياه يعني اليوميه كانت شويه المعيشه يعني صعبه، ولكن الناس كانت نية تتعاون. Local, typiquement Ores. S'ils sont à terre, ils sont faits avec le poil de chèvre. S'ils sont à terre, c'est des aspirateurs de poussière. S'ils sont au mur, ça tient l'humidité et le froid. Il y en a à l'intérieur des fossiles. Chacun a son nom scientifique. Je cite quelques-unes. Il y a les énodermes, il y a les graciopodes, il y a le forme de cœur, le grand bis. On a les oursins, on a les huîtres. Il y en a les gillodes. C'est une carrière. On creuse de 50 centimes jusqu'à 7 mètres sous sol. C'est des millénaires. À l'intérieur, c'est le CO2, c'est du quartz, soi-disant. Et on creuse de 50 centimes jusqu'à 7 mètres sous sol pour les enlever.
dans l'avenir, Inch'Allah, ça reprendra l'artisanat. Même maintenant, ça marche. Il y a du monde, il y a des familles qui tissent les choses traditionnelles, comme tapis et Cette soirée Walimat El Jazair avec nos plats traditionnels, nos tables traditionnelles, comme on les aime, avec bien entendu notre amie Sabrina Chergui qui est parmi nous, qui nous accompagne pendant ce mois de Ramadan et notamment on commence bien entendu avec les dates du petit lait ou du pour la lait. rupture du jeûne. Pour la rupture du jeûne, bien entendu. Et puis après, on passe à la shorba. Shorba, oui, qui est aujourd'hui rouge avec le fric et de l'agneau. Alors, selon les régions, elle diffère. Il y en a qui font ce qu'on appelle le jari à l'est. Il y en a qui font le harira, par exemple, à l'ouest. À Alger, on l'a fait rouge ou alors blanche aussi. Donc, et vous savez, Linda, que la shorba algérienne a été classée 6e au monde l'année dernière. Elle est considérée comme étant la 6e meilleure soupe au monde. Donc, elle est très appréciée, effectivement. Et ça sent très très bon. Alors là, nos amis ont déjà ont hâte aussi de goûter à votre belle table et à tout ce que vous avez proposé aujourd'hui. Alors, et puis, bien sûr, des salades, donc beaucoup de crudités. Tout à fait. Alors, pendant le ramadan, on fait beaucoup d'entrées, on fait beaucoup de salades. Aujourd'hui, on a une salade variée. Et au cœur de cette salade variée, on a la salade algérienne avec des petites tomates coupées en dés, des concombres coupés en dés avec une bonne vinaigrette de citron et huile d'olive. Et puis, on a zrodia mcharmela aussi comme entrée froide. Alors, on la consomme froide ou chaude selon... Et c'est une conserve, zrodia mcharmela, on peut la garder dans un bocal en verre et on consomme tous les jours un petit peu, comme une petite kémia, pour vraiment apporter une saveur différente. Il y a aussi... On a aussi le hmis, indispensable durant le Ramadan, on le fait chaque soir. Et la kessra avec oui, ça c'est une touche vraiment cuisinarde, puisqu'on a une touche un peu contemporaine. On a voulu faire de ce hmis qui est authentique. On lui a rajouté, bien sûr, parce qu'on sait que le hmis, on le consomme avec soit le mtlo, soit le kessra. Surtout durant le Ramadan, on a une variété de pains. Et donc là, c'est des bouchées qu'on mange directement avec... Le bourek aussi, le bourek, bien sûr, qu'on accompagne avec la shorba, bien sûr. La belle galette
galettes aussi, différentes sortes de galettes. Vous avez la galette, c'est un peu comme du rsis. C'est ça, ou le ksera, certains l'appellent. Nous avons aussi le matloua ou alors temtout également. Il nous faut rappeler un peu temtout de la Kabylie. Et puis on a le haml halou, Linda. Le haml halou, c'est indispensable pour le premier jour du Ramadan. C'est un signe de, c'est un bon augure, de bon augure. Mais avant cela, on va revenir sur le mtouem, bien entendu. Le mtouem, en général, c'est un peu la règle de la première table du repas de Ramadan. C'est le mtouem, bien sûr, biat. Rouge ou de sauce rouge ou de sauce blanche. Avec les boulettes de la viande parfumées de persil par-dessus, avec de l'agneau. Et puis, comme vous avez dit, il y a certaines traditions qui se répètent d'année en année. C'est-à-dire le premier plat, généralement, on le fait toujours pour le premier jour, on fait toujours le même plat. Le mtouem en fait partie. C'est un incontournable durant le mois de Ramadan sur cette belle table garnie. Et puis, bien entendu, vous disiez tout à l'heure le haml halou qui est aussi... c'est clair que c'est vraiment de bon augure. Et puis on a besoin de sucre aussi quand on jeûne toute une journée. Et puis on dit que c'est un fel puisqu'on commence le mois du Ramadan en douceur et pour tout le mois, Inch'Allah. C'est pour ça qu'on fait le premier jour, c'est indispensable d'avoir le haml halou. Eh bien, écoutez, merci Sabrina Chergui d'avoir été parmi nous dans notre émission Walimat El Jazair. On sera ensemble tout au long de ce Ramadan, Inch'Allah, avec beaucoup de joie et de partage. Il sera question de tradition, de coutumes, des invités qui viendront aussi partager notre Walimat El Jazair, qui viendront aussi partager votre Sahara, vous qui nous recevez chez vous tous les samedis soirs. On se fait un bonheur et un plaisir d'être parmi vous. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Merci à nos invités. C'était un plaisir, Monsieur Benzeliha, d'avoir été parmi nous, Monsieur Ahmed Benzeliha, Madame Wassila Benjaber, notre ami Joded Gessouma. Merci à Yasmine également, à qui on souhaite un très bon Ramadan, et à vous, Sabrina. Merci, Linda. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission Walimat El Jazair. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir et à samedi prochain.